Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, elle a fait atterrir l'homme sur la Lune, rien que ça. L'informaticienne Margaret Hamilton est notre rôle modèle à suivre aujourd'hui. Il a une idée derrière la tech, c'est Damien Douani bien sûr. Damien, aujourd'hui tu vas nous parler des podcasts, oui, mais pour les tout petits. Pour les tout petits, parce qu'il n'y a pas que les grands qui aiment écouter les podcasts et on va voir comment. Il n'y a pas que les grands qui aiment, tu sais, il n'y a pas que les grands qui ont des sentiments, mais oui, bien sûr. Bah oui, je le sais. Ça va passer. Une autre belle question, tiens, la belle question du jour, c'est celle du 9 mai. Vous le savez, aujourd'hui, c'est la journée de l'Europe. Le leitmotiv des institutions européennes, c'est de créer une Europe adaptée à l'ère du numérique. Alors, justement, en ligne de mire, c'est l'année 2030 pour pouvoir justement réussir à atteindre l'autonomie numérique. C'est en tout cas le cap fixé par les 27. Alors, comment est-ce qu'on construit ce digital made in Europe? Et puis surtout, qu'est-ce qui change pour nous, utilisateurs, utilisatrices et vous le savez, citoyens et citoyennes du numérique? On met les mains dans le cambouis de la régulation aujourd'hui avec Arnaud Ponce. Arnaud, vous êtes le directeur général de la Digital New Deal Foundation. Bonjour à vous. Bonjour. Et en duplex de Bruxelles, Éline Chivot. Éline, vous êtes conseillère sur les questions numériques pour le PPE, c'est le Parti populaire européen, le groupe Centre droit et libéraux au Parlement européen. Bonjour à vous. Bonjour Marjorie, bonjour à tous. Mais d'abord, focus. Neil Armstrong et Buzz Aldrin n'auraient certainement pas pu faire un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité en juillet 1969 sans ces travaux. L'informaticienne Margaret Hamilton est une des figures du proue du MIT et de la NASA. Son portrait, tout de suite, avec Édouard Denuau. Grâce à elle, l'homme a marché sur la Lune. Margaret Hamilton est une ingénieure, une informaticienne et une mathématicienne américaine de génie née en 1936. Élève brillante, elle se passionne dès son plus jeune âge pour les mathématiques. Elle raconte, dans une interview publiée en 2015, qu'elle appréciait l'école, mais qu'il y avait quelque chose avec les maths qu'elle aimait plus que tout. Elle obtient sa licence de mathématiques en 1958, avant d'intégrer 2 ans plus tard le célèbre MIT. Elle y développe des programmes informatiques de prévision météorologique. De 1961 à 1963, elle travaille sur le programme militaire SAGE pour lequel elle développe des programmes de défense aérienne et antimissiles. Alors qu'elle travaille pour le SAGE, elle est assignée à un programme que personne ne comprend en guise de bizutage. Mais contre toute attente, elle parvient à faire fonctionner ce programme et ce bizutage va la conduire ensuite à travailler pour la NASA. Elle intègre le laboratoire Draper du MIT où elle développe les logiciels du programme spatial Apollo. Elle va mettre en place un système de priorisation des tâches qui va s'avérer vital à la mission Apollo 11. Alors que le module est sur le point d'allunir, de nombreuses alarmes se déclenchent. Mais l'ordinateur, mis au point par Margaret Hamilton et son équipe, va reconnaître le problème et permettre aux astronautes de se poser. Grâce à elle, Neil Armstrong marche sur la Lune le 21 juillet 1969. Quelques années plus tard, elle quitte le MIT et la NASA pour fonder son entreprise de développement de logiciels et en 1986, elle crée Hamilton Technologies où elle développe son propre langage de programmation. En 2003, 27 ans après son départ de la NASA, l'agence spatiale américaine lui remet enfin un Exceptional Space Act Award pour l'ensemble de ses contributions scientifiques et techniques au programme Apollo. Elle sort encore un peu plus de l'ombre en 2016 lorsqu'elle reçoit des mains de Barack Obama la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute décoration civile des États-Unis. Margaret Hamilton et ses portraits qui font briller justement les sciences, l'espace et le numérique et les technologies toujours mis à l'honneur dans l'école du futur. Tout de suite, on célèbre l'Europe parce que vous le savez, c'est le 9 mai 2022, une Europe qui veut s'adapter à l'ère du numérique. Alors comment est-ce qu'on favorise une nouvelle génération de technologies qui donne vraiment le pouvoir aux citoyens? C'est le début de notre talk. Et pour en parler à mes côtés, Arnaud Ponce, vous êtes le directeur général de la Digital New Deal Foundation. Éline Chivot, également conseillère sur les questions numériques pour le PPE au Parlement européen. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire aujourd'hui que la régulation à l'européenne, ça devient la nouvelle tendance, en tout cas, du secteur numérique. Est-ce que ça devient aussi la nouvelle boussole de l'innovation? C'est une des vraies questions qu'on va se poser. Du RGPD qui, dès mai 2018, eh bien, faisait entrer de nouvelles règles en matière de respect de la vie privée et de la vie en ligne. Du DSA au DMA, qui sont les deux
pièce majeure de régulation pour cette année 2022 dont on va parler dans un instant. Ces textes font école jusque dans la Silicon Valley. La Californie s'est notamment inspirée du RGPD pour tisser son CCP, sa propre version de cette réglementation sur la vie privée. Est-ce qu'il faut s'en féliciter, Arnaud Ponce ? Je pense qu'il faut s'en féliciter, bien sûr. Vous parliez de boussole. Oui, effectivement, on avait un peu, nous, les Européens, perdu la boussole. C'est-à-dire que ce sont les Américains qui donnaient le cap depuis quand même 20 ans. On a parlé, vous savez, de siliconisation du monde. C'est-à-dire que, comme on a connu dans la culture avant, avec la musique, le cinéma, où on avait une américanisation du monde, on voyait bien que les Américains avaient une influence dans le monde entier. Et bien sur le digital, c'est la même chose. Le numérique, il y a une influence américaine énormissime, qui commence à être rattrapée depuis quelques années par la Chine, qui devient le deuxième acteur. Et donc, comme on aurait pu dire hollywoodisation, on a parlé de siliconisation, parce que tous les acteurs de la tech sont dans la Silicon Valley, comme vous le savez. Eh bien, face à cette siliconisation du monde, il était temps que l'Europe prennent sa part. C'est pour ça que certains parlent d'européanisation du numérique avec toute cette régulation. Le RGPD, par exemple, est repris dans le monde entier. Ça devient un peu la valeur étalon. Et c'est pas que un volet juridique qui est repris, qui est reproduit à l'étranger. C'est les valeurs qui sont induites par cette régulation, par cette législation, qui fait ça va infuser dans le monde entier, au bénéfice des Européens qui vont enfin pouvoir jouer à un jeu dont ils maîtrisent les règles, en l'occurrence parce qu'ils en sont à l'origine. Éline Chivot, c'est intéressant ce que nous dit Arnaud Ponce. En effet, est-ce que l'Europe du numérique, elle démarre avant tout, elle est basée sur ce socle de valeurs et sur la régulation, remettre des règles dans ce jeu qui parfois a pu ressembler un petit peu à un Far West du numérique? Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a un réel enjeu de mise au centre en fait, de valeurs européennes, c'est-à-dire encoder réellement ces valeurs dans les lois et dans le développement même de ces nouvelles technologies. Et le contexte, c'est en effet des économies comme la Chine ou les États-Unis qui n'ont pas toujours les mêmes conceptions de ce qui doit être défendu en ligne ou comment, ou qui ne les hiérarchisent pas de la même manière. Donc, en Chine, on a un peu le tout contrôle, la liberté d'expression très limitée. Aux États-Unis, c'est une conception de la liberté d'expression qui existe, mais qui a une signification différente qu'en Europe. Et dans cette compétition aussi pour la domination de l'économie du numérique, l'Europe a trouvé une sorte de troisième voie, un peu au milieu, et sa façon d'être cette puissance régulatrice qui propose sa propre vision à travers la défense de ses valeurs dans la loi, donc défense de droits fondamentaux, liberté de type protection de la vie privée et des données personnelles. Alors, je vous l'ai promis, on va mettre les mains dans le cambouis de la régulation. On va faire un petit peu de Krav Maga quand même en la matière parce que c'est pas toujours très facile de s'y retrouver. Et pourtant, ce printemps 2022, il apparaît comme celui de la régulation du numérique par excellence en Europe, puisque après le DMA, le Digital Market Act, qui veut mettre de l'ordre dans les marchés numériques, garantir leur ouverture et leur concurrence, adopté au mois de mars, eh bien c'est désormais le DSA, le Digital Services Act, qui veut rendre illégal en ligne ce qu'il est dans la vie réelle. Jusque-là, c'est très simple et c'est justement conclu au mois d'avril, il y a quelques jours à peine, une grande victoire donc pour la Commission, mais aussi pour le Parlement. On va revenir encore une fois sur la signification de ces deux pièces de législation et de régulation. Mais d'abord, Éline, est-ce que vous pouvez nous guider un petit peu comment est-ce qu'on négocie ces pièces de régulation entre la Commission européenne, le Parlement, parce que toutes ces institutions, elles ont un rouage très particulier. Oui, c'est souvent connu pour être assez byzantin, je dirais même. Alors, en général, donc, la Commission propose une loi. La loi est ensuite examinée par des commissions parlementaires. Donc, elles ont chacune leur spécialité ou leur champ d'expertise. On en a pour la justice, les libertés civiles, le marché intérieur. Donc, ils se répartissent les responsabilités. Les eurodéputés planchent pendant quelques mois sur la loi. Il y a des tractations entre groupes politiques. Puis, au bout d'un certain temps, pour les dossiers numériques, ça a été assez rapide. C'est adopté en plénière. Ça passe ensuite par les trilogues, qui est en fait ce qu'on appelle un jeu à trois avec la Commission, les ministres des gouvernements dans le Conseil et les parlementaires. Donc, ça discute pendant des heures, parfois même jusqu'au bout de la nuit, comme on a vu pour le DSA en pleine nuit, effectivement, la semaine dernière, et avec de grosses négociations. Et on s'accorde sur un texte final qui prend 15 mois à entrer en vigueur et qui doit être ensuite appliqué par les différents États membres.
Oui, en effet, c'est la transposition justement dans les bases juridiques de chaque État membre qui va ensuite prendre du temps, parfois un petit peu plus. Mais en tout cas, on le voit, Arnaud, la Commission européenne et le Parlement européen ont décidé d'envoyer un signal fort. Est-ce que, et notamment vis-à-vis des plateformes, encore une fois, qu'elles soient américaines, qu'elles soient d'origine asiatique, mais qu'elles soient européennes aussi, parce que tout le monde va être soumis totalement aux mêmes règles. Ce qui est illégal dans la vraie vie, c'est aussi illégal en ligne. Et on veut assurer, encore une fois, une juste ouverture et concurrence de ces marchés numériques. C'est quoi ? C'est la fin dans le long bras de fer entre les lobbies du numérique et les institutions européennes. Oui, et c'est la démocratie qui gagne, parce que ce qui vient d'être décrit, on peut dire que c'est byzantin, mais ça s'appelle la démocratie. C'est-à-dire qu'on a des élus au Parlement qui négocient avec des commissaires européens, donc l'équivalent du gouvernement chez nous, le Conseil, qui est l'équivalent, on va dire, du Sénat, qui représente les territoires, en l'occurrence les nations, mais peu importe. On a un long dialogue avec des compromis, avec des négociations, et à la fin, on a un texte qui fait acte de loi. Et ce que tout le monde doit comprendre, c'est que si on ne fait pas ça, ce n'est donc pas notre règlement, ce n'est pas notre législation qui s'impose, mais ce sont des règlements intérieurs de plateformes. C'est-à-dire que les plateformes, on va prendre Facebook, hein, le plus connu, enfin le plus connu, un des plus connus, lorsqu'ils vont modifier un règlement, dans ce qu'on appelle leur CGU, leur conditions générales d'utilisation. Le texte qu'on ne lit jamais, qu'on lit mais qu'on ne lit jamais. Vous avez vu, il y en a qui sont amusés à imprimer les CGU, ça couvrirait tous les murs de l'immeuble. Fascinant ce studio, oui. Et donc, comme personne ne les lit, quand il y a une modification, eh bien, du coup, c'est unilatéral. C'est une forme de, je vais prendre un mot un peu exagéré, mais une forme de dictature. C'est je change, personne n'a le droit à redire. Et malheureusement, on sait que ces modifications peuvent avoir des conséquences dans notre vie très importantes. On l'a vu, le Brexit, Trump, pas faire la liste de les implications que ça a dans les élections, etc., que des règles qui sont modifiées peuvent influencer des gens, y compris dans des élections. Mais ce qu'on voit aujourd'hui dans ces CGU, c'est que très souvent, si on veut porter plainte, par exemple, c'est dans un obscur tribunal qui est quelque part aux États-Unis, par exemple. Là, dans ce qui vient d'être voté, ça veut dire qu'aujourd'hui, je pourrais amener devant les tribunaux français ou européens, Facebook ou autre. Absolument. En fait, c'est un principe de souveraineté. C'est-à-dire que la souveraineté, c'est le fait de faire respecter ses intérêts, on parle d'économie, ses valeurs, donc politiques, philosophiques, mais aussi et surtout, c'est le principal, ses lois. Donc la souveraineté, c'est la capacité à faire respecter ses lois dans toutes conditions. L'inverse de ça s'appelle l'extraterritorialité, c'est-à-dire le fait que, on va prendre un exemple concret, le Cloud Act, j'utilise ce mot, mais je vais expliquer ce que c'est que Trump a fait une loi qui fait que lorsque vos données sont dans un cloud américain, et c'est toujours le cas parce que 80% des clouds sont américains, donc on a surtout utilisé par les entreprises européennes en l'occurrence. Voilà, et les services, et certains services publics. OVH doit avoir 2% du marché, enfin voilà, donc quand on met nos photos, notre musique, nos documents personnels et professionnels, eh bien ces documents-là peuvent être rapatriés aux États-Unis parce que si le président américain dit écoutez, moi, si les données qui sont sur les serveurs américains de sociétés américaines, donc 80% du cas, eh bien je peux récupérer ces données. Ça veut dire que le FBI peut décider de récupérer les données dans le monde entier. Donc vous voyez, ça pose un vrai problème de souveraineté. Donc c'est aussi ça que ces règlements adressent, c'est le fait qu'on soit souverain. J'ouvre à nouveau le débat sur la souveraineté numérique dans un instant, mais je voudrais d'abord avoir aussi l'avis d'Hélène Chibaud, parce qu'on se rend compte que ces régulations, encore une fois, négociées en trilogue, en billard à trois bandes entre les institutions européennes, ça joue sur notre vie de tous les jours. C'est du très pragmatique pour les citoyens et les citoyennes européennes. Oui, en fait, je vais donner peut-être quelques exemples, ça permettra de mieux comprendre un petit peu. Donc, il y a deux régulations principales qui ont été adoptées pour le numérique, le Digital Markets Act et le Digital Services Act. Un exemple très concret pour le DMA, donc le DMA, ce sera par exemple que vous pourrez envoyer des messages, des images, des vidéos chiffrées, protégées, et passer des appels à partir d'applications comme WhatsApp vers, par exemple, Signal ou Telegram. On appelle ça l'interopérabilité. Il y aura aussi, par exemple, quand vous achèterez un nouvel appareil, vous allez pouvoir supprimer les applications préinstallées. Donc, c'est vraiment dans le souci de dépoussiérer un droit de la concurrence pour aussi permettre à de nouveaux acteurs d'émerger et empêcher les situations de position dominante. Et pour le DSA, le Digital Services Act, ça a été un petit peu expliqué, il y aura une exigence pour que les réseaux sociaux mettent en place un bouton de signalement qu'en fait vous pourrez donc, au lieu de cliquer 36 000 fois pour déclencher un signalement, la plateforme devra le traiter, mais également informer l'utilisateur sur l'état de sa demande. Et si un de vos contenus est retiré,
on devra vous informer des raisons, alors qu'actuellement, comme on le sait tous, ça peut être difficile, parfois impossible, d'obtenir une justification quelconque ou de faire appel. Et enfin, il y aura plus de protection pour les mineurs et des restrictions sur ce qu'on appelle le ciblage publicitaire, l'utilisation des données personnelles qui permettent de vous cibler en ligne avec des publicités. Oui, sinon, ce qui attend les plateformes qui ne respecteraient pas justement ces nouvelles régulations, c'est tout simplement une amende à hauteur de 6% de leur chiffre d'affaires. On frappe au porte-monnaie quand justement on n'arrive pas à faire entendre raison sur d'autres sujets. Ça veut dire qu'encore une fois, on a mis fin à un très long jeu de catch me if you can entre régulateurs et plateformes. Est-ce que ça peut aussi pousser pour une fois, tiens, ces plateformes, et encore une fois, quelle que soit leur nationalité d'origine, à être plus innovants? C'est le paradoxe, c'est-à-dire que la régulation, elle est là pour rattraper notre retard. C'est un peu un préalable à tout, c'est-à-dire que cette régulation, elle aurait pu arriver 20 ans avant. C'est-à-dire que le DSA, il a 10 ans de retard, le DMA en a peut-être 20. Donc c'est pas grave, on rattrape notre retard, on assainit la situation. Après, une régulation, le principe, c'est que c'est fait là pour apporter de la normalité, pour éviter les abus. Et là, on était dans une phase face aux GAFA où ils avaient un abus de droit, ils avaient leur situation de monopole, ils étaient dans un cercle vicieux, on s'en sortait plus. Il fallait casser ce cercle vicieux. Mais une régulation, c'est le point de départ d'une innovation. Donc, quand on change les règles du jeu, ça veut dire qu'on va changer les business models, qu'on va changer... Et donc, c'est des opportunités de repenser et de proposer des nouveaux services. Et c'est là où, en général, les Européens sont un peu moins réactifs, un peu moins bons que les Américains. Donc, faut faire attention. C'est étonnant. Mais c'est vrai qu'on a souvent parlé de cette double peine en matière de régulation. Et comment est-ce qu'on entre dans une ère de la smart régulation, en très mauvais franglais? Comment est-ce qu'on a une régulation qui permet justement d'accompagner l'innovation et non pas de la bloquer? On a prononcé un mot très important il y a un instant, c'est celui de souveraineté, évidemment, numérique. C'est vrai qu'on a vu, notamment dans cette année 2022, que beaucoup d'acteurs politiques avaient ce mot à la bouche. Est-ce que pour autant, il faut sauter comme ça, sur sa chaise comme un cabri en disant souveraineté numérique européenne? La souveraineté numérique, vous le disiez Arnaud, c'est à la fois une posture politique, une question de démocratie, mais c'est aussi une question de business, on ne va pas se mentir. Oui, mais pas que. Vous avez cité, j'allais dire singé, le général de Gaulle. Oui, je n'oserais pas tout de même, la statue du général. Le général de Gaulle avait une vision de la souveraineté qui s'applique au numérique, en fait. Il expliquait que l'alliance n'empêchait pas l'autonomie. Donc si on prend, on est en pleine guerre, on voit comment ça fonctionne, on est dans l'OTAN. Oui. Donc on dépend en grande partie, on assume des dépendances militaires des Américains, mais ça ne nous empêche pas d'avoir le nucléaire et d'être autonome si on a envie d'un point de vue militaire. Bon, bien, c'est la même chose sur le numérique. Donc la souveraineté numérique, c'est un idéal qui ne sera jamais atteint, parce que personne n'est souverain, même les Américains ne le sont pas, ils dépendent de Taïwan, ils dépendent de plein de fournisseurs. Donc ce qu'on vise, c'est un niveau d'autonomie stratégique suffisant. Et pour atteindre cette autonomie stratégique, c'est une gestion, ce qu'on appelle des dépendances et des interdépendances. Comme en énergie, par exemple en énergie, on le voit aussi une fois de plus avec l'Ukraine, certains pays ont fait le choix d'un seul fournisseur, et donc du coup ne sont plus souverains et sont trop dépendants, en l'occurrence de la Russie pour le gaz. Eh bien la France, là aussi, a été plutôt bonne, c'est-à-dire qu'ils ont fait un mix énergétique, c'est-à-dire qu'on est dépendant d'aucune énergie et d'aucun pays unique. Eh bien, c'est la même chose sur le numérique. On est dans cette logique-là. Oui, Eline, c'est important là aussi parce qu'il y a en effet cette souveraineté numérique qui est un enjeu démocratique et politique très important. On le voit avec le DSA, le DMA, qui permettent là aussi peut-être d'envisager d'autres prismes politiques sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi cet enjeu d'indépendance technologique, industrielle. On le voit notamment avec le commissaire Breton qui, à l'aune notamment de la crise sanitaire, a voulu redonner sa chance à la production de puces électroniques en Europe. Et ça a l'air de rien comme ça, mais c'est extrêmement important. Si on n'a pas ces puces électroniques faites en Europe, ça nous oblige à dépendre finalement des délais de production d'autres continents, beaucoup l'Asie notamment. C'est-à-dire qu'on est en train de remettre à plat toutes ces questions-là et de se dire que finalement on peut, à 27, faire un choix cohérent et assurer cette autonomie numérique, industrielle, culturelle même. Alors c'est vraiment l'espoir, oui, l'objectif. Alors vous disiez c'est un aspect économique ou business, je dirais même donc c'est politique ou géopolitique. Si on regarde derrière ce récit de souveraineté et d'autonomie, il y a eu ces vrais chocs, notamment la pandémie, qui a fait qu'on a réalisé qu'on avait des réelles vulnérabilités
vis-à-vis du reste du monde. On le voit avec ce qu'on appelle les semi-conducteurs, des matériels stratégiques très importants. Par exemple, il y en a dans tous nos téléphones, dans certaines voitures. On s'est aperçu de ce problème de chaîne d'approvisionnement. Elles peuvent se fracturer en temps de crise. C'est encore le cas d'ailleurs, et notamment ça participe à l'inflation. Et on a délocalisé pendant des années des spécialités clés qui ont fait que ça nous met davantage dans une situation de dépendance. Et d'ailleurs, pour essayer d'apporter une réponse, donc en plus de gros investissements, la Commission a mis en place des objectifs qu'on appelle de la décennie numérique, qui visent à accélérer avec des cibles, des objectifs très concrets, très mesurables, l'adoption, par exemple, de technologies par les entreprises, notamment les PME, la digitalisation des entreprises, la production de semi-conducteurs qui actuellement est très basse, on voudrait la doubler. On veut aussi améliorer la formation en compétences numériques de la population, la connectivité des réseaux, etc. Mais j'aimerais rapidement revenir sur cette histoire de souveraineté et d'autonomie. C'est parfois, si on remonte un petit peu, c'est aussi une histoire très franco-allemande, avec une idée de redynamiser certaines branches de notre industrie et de la revaloriser. Et puis une dernière chose, puisqu'on parlait également de l'importance de la régulation en Europe, je pense qu'effectivement, peut-être ça aurait pu être fait avant, mais quand il s'agit de l'innovation, on dit souvent les États-Unis savent en faire du business, l'Asie sait très bien les copier, et nous, on sait surtout réguler. Mais c'est comme au sport, c'est bien de connaître les règles du foot, par exemple, mais l'idée, c'est pas de rester sur le banc de touche, mais aussi de participer et de produire nous-mêmes ces technologies. Donc voilà, c'est vraiment dans cette idée de... Oui, absolument. Et puis on essaie de redéfinir la tectonique des plaques numériques et politiques en présence. Très rapide question avec Damien avant de... Justement, DSA, DMA, est-ce que quelque part, allez, on va dire un gros mot, c'est pas un peu du protectionnisme? Autrement dit, parce que justement, on n'a pas des grands champions numériques, on n'a pas des GAFAM, on a du retard sur de l'industrie, on veut essayer de se rattraper, mais justement en mettant peut-être certaines barrières qui n'existaient pas et qui peut-être ont du sens, justement, quand on voit la Chine ou les États-Unis qui, eux, aussi en ont. Oui, mais alors il y a deux, DSA, DMA. Sur DMA, oui, c'est une forme de protectionnisme. Allez, on peut le dire. Mais comme le reste du monde se protège, on était les seuls à ne pas se protéger, il était temps qu'on se fasse un peu. Et puis ça reste très mesuré. Le DSA, c'est autre chose. On protège les gens. Oui, on protège leur vie. Donc là, j'ai envie de dire, on n'a pas à s'excuser. Encore moins. Une régulation qui protège. Donc, on revient à notre discussion dans un instant. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap avec Cheryl de Sikaï-Sengé.
retour bien sûr sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie d'Arnaud Ponce, DG de la Digital New Deal Foundation, et d'Éline Chivot en duplex de Bruxelles, conseillère sur les questions de numérique pour le PPE au Parlement européen. On reprend, messieurs, dames, dans un instant notre débat sur cette journée de l'Europe et le numérique dans tout ça. Comment construire justement cette Europe du numérique avec des valeurs différentes. Mais d'abord, Damien Douanier a forcément quelque chose à nous dire. Je crois qu'il a une idée derrière la tech, tiens. Marjorie, est-ce que tu écoutes des podcasts? J'en écoute un certain nombre. Bien, on l'a vu dans une émission précédente d'ailleurs avec Grégory Pouy, Mathieu Stéphanie, c'est un format qui monte, c'est une sorte de réinvention de la radio à la demande, mais c'est plutôt quand même consommé par des urbains aujourd'hui, CSP+, 35-45 ans, mais ça pose la question de, logiquement, la cible plus jeune, puisque logiquement ça va se rajeunir petit à petit, et puis ça va devenir une évidence pour les plus jeunes, et donc la question c'est, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça justement? Alors justement, il y a la question déjà de la modération parentale se poser, puisqu'en termes de contenu, il n'y a pas forcément beaucoup de contenus aujourd'hui qui sont adaptés pour les jeunes, plutôt, comme je le disais, pour les adultes. Et puis il y a la question de l'outil. Quel outil je vais mettre entre les mains de mes enfants, un outil dans lequel j'ai confiance et avec lequel ils vont pouvoir manipuler facilement pour pouvoir écouter tout ça. Pas forcément directement un téléphone portable ou un smartphone quand on s'adresse à des enfants si petits. Exactement. Or, aujourd'hui, c'est ce qu'on trouve globalement sur le marché. Heureusement est arrivé Merlin. Voilà, là il y avait une super relance. L'Enchanteur. Mais si, mais absolument. Mais j'attendais justement que tu prononces ce beau nom de Merlin dont tu vas nous parler. L'Enchanteur, mais bien sûr. Tu le fais très très bien. Eh ben oui, presque justement. Mais les parents, eux, vont aimer justement. Ils vont certainement être enchantés. On est en forme aujourd'hui. Alors Merlin, c'est quoi? C'est le nom de l'enfant légitime entre Bayard Presse et Radio France. Ben oui, deux sociétés, une de presse, une de radio, qui se sont décidées à monter une enceinte. Ils ont créé une enceinte qui est avant tout une conteuse, où en fait les enfants vont pouvoir retrouver des histoires de leurs héros préférés, notamment issus de Bayard Presse. Alors pour ceux qui connaissent, Sam Sam, Anatole la Tuile, Petit Ours Brun, mais aussi des contes plus traditionnels, classiques, comme l'histoire de Babar, Le Vilain Petit Canard, ça c'est des grands classiques, et des récits contemporains, notamment une histoire éolique qui est produite d'ailleurs par Radio France, mais ce n'est pas que ça. Là où c'est malin, c'est que l'outil est hybride. Autrement dit, en plus des outils, on va retrouver donc des podcasts, on va retrouver des contenus, notamment des boîtes à musique et des concerts fiction qui sont créés par les orchestres de Radio France, une boîte d'apprentissage avec plein de podcasts sur, par exemple, donc produits par Radio France et toujours Bayard, pour découvrir la vie des animaux, l'univers et ses planètes, l'actualité décryptée, et puis même des choses très originales comme des cours de yoga pour enfants. Oui, madame, ça peut exister. Absolument, bien sûr que ça existe. Pourquoi pas? Donc justement, l'idée c'est donc de proposer un univers de confiance, justement, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'univers de confiance du numérique, pour les parents et pour les enfants, puisque le catalogue en lui-même donc est très, on va dire, très adapté par ces deux éditeurs. Et tout ça s'achète depuis une application mobile. Une application mobile, et du coup, on peut se dire que c'est super polyvalent. On a en effet à la fois ce nouveau rapport qui s'instaure entre parents et enfants sur l'écoute de ces contenus, et puis on voit là, encore une fois, la grande liste des contenus qui sont proposés. Oui, il y en a plus de 200. Effectivement, ça permet de créer justement un lien entre les parents et les enfants. Et puis, il n'y a pas que ça aussi. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce produit, c'est sa conception. D'abord, c'est un produit qui est sans ondes, donc ça rappelle un peu l'Unique dont j'avais présenté la première émission. La boîte à histoire. Voilà, la boîte à histoire. Donc là, c'est un peu le même principe. Il n'y a pas d'ondes, donc autrement dit, c'est les parents qui décident avec l'enfant et puis qui mettent dans l'appareil. Et ensuite, il n'y a aucune connexion Bluetooth ou Wi-Fi. Donc ça, c'est un premier point qui est hyper intéressant, avec cette notion de catalogue de confiance. Et puis la deuxième que j'aime beaucoup, moi, c'est mon petit clin d'œil, mon petit bonhomme, mon petit Madeleine de Proust, c'est le design qui est très sympa de cet appareil, qui est facile à transporter, avec des dimensions très raisonnables, qui rappelle deux choses. Et vraiment, ils ont fait un vrai effort sur le design. Ils ne sont pas allés chercher un produit no-name en Chine. Ils ont vraiment travaillé avec une designeuse en France. D'abord, ça rappelle la radio, avec les deux gros boutons en surface, en fait, devant de la façade. Et puis la deuxième, c'est qu'il y a une grosse poignée pour la transporter. Et moi, ça me rappelle ça, que j'avais envie d'amener. Voilà. Et ils s'en sont en fait directement inspirés, vraiment. De la dictée magique. Voilà. Puis voilà, c'est un petit clin d'œil, je l'ai piqué à ma fille. Et donc, ils se sont vraiment inspirés finalement de ce design des années 70, qui était hyper pratique, parce que justement, l'idée, c'était déjà de transporter ça. 80 quand même. Ouais, fin 70, début 80. Tu as raison, effectivement. Effectivement. Je crois que c'est 78, oui, c'est ça. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'avoir cette logique-là entre nostalgie et modernité. Ça coûte 80 €. C'est fabriqué en France, entre la Bourgogne et le Pas-de-Calais. Il lui manque plus que son petit chapeau de sorcier pour être vraiment un Merlin l'Enchanteur à 100%. Mais c'est en effet un produit dérivé à faire. Un produit dérivé à faire.
Si on peut aider, vraiment. Nous, on est là dans l'école du futur pour vous donner encore plus d'initiatives et d'innovations en l'occurrence. C'est intéressant, en effet, ces ZTech, enfin surtout ces contenus qui accompagnent les enfants, parce que là aussi, Arnaud, ça va être leur premier rapport au numérique, au contenu, à la technologie. Est-ce que dans cet accompagnement justement qui va beaucoup protéger les enfants, on le voit avec Damien sur cette redéfinition du rapport parent-enfant, sur la façon dont on peut aussi discuter du contenu qu'on va écouter et parfois même ensemble, il y a des pistes à trouver pour cette Europe, c'est-à-dire qu'on est en train de former des utilisateurs et des utilisatrices, mais aussi des citoyens et des citoyennes du numérique. Cet exemple est très bon, c'est-à-dire que ok, il n'y a pas d'onde, mais il y a encore plus intéressant et plus majeur, on va dire, c'est qu'il n'y a pas de publicité. Oui. Ce genre de modèle-là, c'est là où le premier contact avec du contenu numérique sont des contenus qui sont maîtrisés. Sinon, vous allez sur des plateformes, on va vous donner des contenus équivalents, qui seront gratuits, mais derrière, vous allez être ciblé et avec tout ce que ça implique derrière. Et pour revenir donc sur le DSA, DMA, c'est aussi une régulation qui va dans ce sens-là, qui empêche de cibler les jeunes et de rentrer dans cet engrenage-là, parce que le principe qu'ont les grandes plateformes, c'est que ce sont des écosystèmes fermés. Donc plus on y rentre tôt, plus on aura du mal à en sortir. Donc c'est aussi cet enjeu-là. Ouais. Absolument. On continue justement à parler de cette Europe numérique. Est-ce qu'une autre vision justement du digital est possible? C'est la partie 2 de notre talk. Alors oui, quel autre numérique l'Europe peut-elle proposer? Est-ce qu'on peut se dire que sous les valeurs, il y a l'innovation qui pointe, Arnaud? Toujours. Et c'est un peu la discussion qu'on a eu tout à l'heure, c'est-à-dire que derrière la régulation, il y a toujours un point de départ d'innovation. D'ailleurs, l'Union européenne a bien ça en tête, c'est-à-dire que derrière ce paquet de régulation, il y a derrière des orientations stratégiques opérationnelles qui s'assurent que derrière, ça soit bien traduit en innovation. Si je prends l'exemple de la donnée, il y a un programme qui s'appelle GAIA-X, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui est là pour que les entreprises s'assurent, le cloud, mais aussi les données, ce qu'on appelle les data space, le fait de partager les données, s'assurent que les filières économiques, le tourisme, la grande distribution, l'automobile, je peux pas faire tout, s'organisent de telle manière à ce que la régulation permet soit bien traduit d'un point de vue économique, parce qu'en fait, il y a deux enjeux, si on se passe au niveau européen. Il y a la régulation, on l'a déjà dit, on a pas mal parlé, c'est le préalable à tout, et le deuxième qui est la coopération. S'assurer qu'il y ait bien une coopération entre les États, entre les entreprises dans les filières au niveau européen, parce que une des grandes questions qu'a répondu d'ailleurs le président de la République dans une interview récente, où dans le débat avec Ben, il expliquait que s'il n'y avait pas de géant du numérique, c'était essentiellement, il a raison, pour un problème de taille de marché. Ouais. Les États-Unis, c'est plusieurs centaines de millions, la Chine, 1 milliard, et tout de suite, ce qui fait que lorsqu'on est sur un de ces deux marchés domestiques, on est de facto tout de suite au niveau mondial. En Europe, c'est plus compliqué. Quand on est en France, ça demande autant d'énergie que de faire le produit, que de le distribuer en Allemagne, puis en Espagne, etc. Donc, il faut qu'il y ait un marché unique européen. Et ce marché unique, il passe par la régulation. C'est la régulation qui donne le cadre, qui donne l'impulsion pour que ça soit possible. Mais derrière, il faut s'assurer qu'il y ait de la coopération, parce qu'un pays seul ne peut pas y arriver. Et donc, c'est ça aussi pour laquelle nous, d'ailleurs, on se bat. Ceci, il y a quand même des États membres, notamment l'Estonie, qui sont peut-être un petit peu plus petits en termes de population que les autres et qui arrivent quand même à performer très bien à l'export sur certains marchés, en se disant tout de suite qu'il faut justement dépasser cette problématique du marché interne et d'aller justement sur le marché européen et sur d'autres marchés aussi, sur d'autres continents. Est-ce que ça veut dire qu'on peut enfin en finir avec ce mythe absolu du Google européen ou du géant de la plateforme européenne, Éline? Est-ce qu'on peut se dire qu'au lieu de copier, de dupliquer l'innovation qu'on a vu se dérouler ailleurs, on peut enfin être moteur et motrice en Europe et proposer une technologie européenne sur laquelle on pourrait prendre une longueur d'avance? Alors, je suis contente qu'on dépasse un petit peu le débat du Google européen, malgré ce qu'on a pu entendre il y a quelques jours encore. Mais je pense qu'il y a un problème les innovateurs vous diront souvent qu'on manque d'esprit entrepreneuriaux en Europe et que notre mentalité est généralement basée plus sur le principe de précaution que sur la prise de risque qui caractérise beaucoup plus les cultures comme aux États-Unis. Et je pense qu'il ne faut surtout pas se tromper. Il faut vraiment miser sur des secteurs, capitaliser sur des atouts qui sont autres que type plateformes, réseaux sociaux. L'État avait voulu mettre en place
un tueur de Google qui s'appelait Quaero au début des années 2000. On a perdu beaucoup d'argent, qui c'était des subventions publiques, pour concurrencer Google. Échec complet. On l'a vu avec le nuage numérique, avec Numergy et CloudWatt. Donc parfois, il vaut mieux pas insister et miser plutôt sur des secteurs où on a déjà des acteurs et des innovateurs solides. On a ça en robotique, par exemple, ou au niveau des plateformes industrielles. Donc, par exemple, en termes d'amélioration du partage des données entre entreprises, parce qu'on en a beaucoup, c'est une vraie mine d'or en Europe. On accepte de plus en plus qu'on a raté ce train-là. La Commission a vraiment mis en place des espèces de cadres d'intervention pour faciliter ce partage de données, non plus personnel nécessairement, mais surtout industriel. Et ce n'est pas un job pour les régulateurs seulement, mais aussi surtout quelque chose dont les entrepreneurs doivent s'emparer. Et ces entrepreneurs, il faut aussi qu'on forme leur esprit, justement. Et ça ne vous aura pas échappé, la France est encore présidente de l'Union européenne dans le cadre de sa présence tournante jusqu'à encore le mois de juin. Emmanuel Macron, président, certes réélu, mais surtout toujours président de l'Union européenne dans cette PFUE, a appelé de ses voeux il y a quelques semaines un métavers européen. C'est une fausse bonne idée absolue, Arnaud Pons et Eline aussi, je vous entends vouloir réagir sur cette question du métavers européen. Oui, alors en fait, je pense que ça a été un petit peu mal compris. On a cru que le président voulait créer une sorte de nouveau méta, peut-être. En fait, ce qu'on appelle le métavers, donc cette sorte d'univers virtuel et immersif, avec des avatars, des doubles virtuels, ça représente une nouvelle étape du web. Et l'idée serait que l'acteur en soit, cette fois, un acteur central, à la différence de ce qui s'est passé jusqu'ici. Donc, faire en sorte que nous, l'Europe et nos acteurs maîtrisent les briques technologiques qui sont associées à cet univers pour éviter une nouvelle dépendance aux géants américains ou chinois. Alors, on a déjà un terreau assez fertile d'acteurs dans tout ce qui est réalité virtuelle et augmentée, ce qu'on appelle les jumeaux numériques, la maîtrise de technologies comme les blockchains. Donc, voilà, c'est plutôt, à mon avis, ce qu'il voulait dire. Mais il ne faut pas être naïf, on a des obstacles à surmonter. Tant qu'on n'aura pas permis de vraiment défragmenter notre marché, de le rendre plus attractif, de faire en sorte que nos lois n'alourdissent pas les entreprises, voilà, il faut faire en sorte de ne pas ralentir l'innovation sur notre territoire maintenant et demain. Arnaud, métavers européen, oui ou non ? Oui, je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit. En fait, c'est le prolongement de ce qu'on a dit avant. Le DMA, quelque part, c'est le Web 1. Le DSA, c'est le Web 2, parce que le Web 2, c'était le fait que... Bon, le Web 1, c'est l'arrivée d'Internet. Le Web 2, c'est le Web social, Facebook, etc. Et le Web 3, qui est en train de naître sous nos yeux, c'est ce qu'on appelle le Web décentralisé, dans lequel on a, l'Europe, une grande chance de pouvoir faire émettre des géants, parce que c'est un autre avantage. Et donc, Metaverse est le programme qui va permettre que le Web 3... soit l'objet d'investissements importants. Et en disant je veux un métaverse européen, français, peu importe, le président Macron donne un cap opérationnel, s'assure que tous les investissements aillent dans ce sens-là. Donc c'est très concret et c'est assez visionnaire. Et le Web 3, c'est aussi le web d'une autre monétisation, c'est-à-dire qu'on arrête d'être le produit et que les services soient gratuits et donc se rémunèrent sur les données pour pouvoir faire du business. Et on essaie d'envisager un autre mode de fonctionnement communautaire et rémunéré sur cette version du web. On l'a vu, Damien, il y a aussi beaucoup de bacs à sable qui sont faits par les régulateurs européens, notamment sur des réflexions qui peuvent porter sur l'intelligence artificielle, sur le cloud en effet, et notamment sur l'algorithmie. Oui, alors il y a un point qui est intéressant dans le DSA, c'est le fait d'obliger les acteurs mondiaux, les grands acteurs, d'ouvrir les boîtes noires. Donc autrement dit, de révéler ce qui se passe dans les algorithmes. Ça, qu'est-ce qui est derrière ça, en fait, parce que très souvent le consommateur, lui, il va pas trop regarder ce qu'il y a, mais dedans, mais il y a peut-être des enjeux plus politiques derrière ça, le fait d'arriver à ouvrir les algorithmes. Très politique. C'est un principe qui a été mis en place parce qu'il va falloir un règlement spécifique, ce qui est en cours, qui est l'Intelligence Artificielle Act, parce que c'est très complexe. Donc ça ne peut pas être traité dans un sous-niveau, il faut une régulation spécifique. Ce qu'il y a derrière, c'est que, en fait, derrière les algorithmes, si on se concentre sur la dimension plateforme sociale, les algorithmes, c'est ce qui détermine tout. C'est ce qui explique pourquoi on a des contenus qui sont poussés selon des critères. Les données qui ont été collectées font que on sait pour quel sujet vous êtes intéressé et on vous enferme dans des bulles. Et il y a deux volets. C'est-à-dire qu'en fait, l'algorithme, c'est ce qui fait le lien entre le volet économique du DMA et le volet
démocratique, on va dire, du DSA, c'est qu'au milieu des deux, il y a ce qu'on appelle une régie. Alors, une régie publicitaire, il faut comprendre ce que c'est que toutes les plateformes dont on parle sont en fait des médias, au final. Un Facebook est un média et il va vendre de l'espace publicitaire pour les annonceurs. Cette régie, elle va pousser ses contenus, ses publicités, en fonction des datas, des données. Et donc, la régie, c'est l'algorithme, est basé sur un algorithme, et cet algorithme, c'est lui qui, en fait, fait le lien entre les deux. C'est les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire que l'algorithme va décider, on a entendu beaucoup parler avec Samuel Paty, etc., qui va décider de pousser des contenus extrémistes à des gens qui... et puis vont les pousser à faire un acte extrême. Eh bien, le fait, en plus de monétiser ça, c'est un problème. Et la monétisation, eux, ils vendent un maximum de publicité. Et comme ils voient que les contenus polémiques sont plus viraux que les propos qui ne sont pas polémiques, eh bien, du coup, le paradoxe, c'est que cette publicité, la régie publicitaire, l'algorithme va accentuer le fait qu'il y ait des contenus illicites qui sont mis en avant par l'algorithme sur la plateforme. Donc, tout ça fait un tout. Et ça, c'est la mécanique. Et le fait d'ouvrir le capot, de permettre de voir ce qu'il y a sur le capot, ça va permettre de faire quoi? Ça va permettre de comprendre à quel moment ils ont pris telle décision. C'est ce qu'on appelle la transparence. C'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un avion s'écrase et qu'on prend la boîte noire, dans la boîte noire, on a tout, à la seconde près, et on est capable d'expliquer pourquoi il y a un accident. Aujourd'hui, on ne peut pas. On voudrait ouvrir un algorithme parce qu'il y a un accident, une élection qui a été truquée, etc. Eh bien, on ne le peut pas. Il n'y a pas cette transparence possible dans cette boîte noire qui est l'algorithme. Donc, c'est ça qu'il faut changer. Allez, je voudrais vous soumettre un quiz très rapide, messieurs, dames, sur ce plateau. Il y a des capitales européennes pour à peu près tout. Capitale européenne de la culture. Cette année, c'est au Luxembourg, en Lituanie et en Serbie qu'il faut aller les chercher. Capitale verte européenne, vous savez laquelle c'est cette année, Arnaud? C'est Grenoble pour la France. Capitale européenne du sport, La Haye aux Pays-Bas. Capitale européenne de la jeunesse, c'est Tirana en Albanie. Est-ce qu'il y a une capitale européenne du numérique, Eline? C'est une excellente question. Je pense que ça dépend du climat économique, on appelle ça différemment en anglais, et puis du nombre de startups. Je dirais que Paris est en train de devenir un vrai hub. Berlin a été très longtemps très bien positionné. Et je pense aussi notamment à Amsterdam. Alors, si on parle au-delà de juste l'UE, la Grande-Bretagne, malgré le Brexit, reste quand même un endroit où on trouve pas mal d'innovation. En tout cas, il n'y a pas de capitale européenne dédiée par les institutions européennes pour représenter ce secteur-là chaque année. Est-ce que, Arnaud, ce serait un bon signe de nommer une ville qui puisse justement devenir la vitrine de l'innovation numérique européenne pour un an? Ce serait bien. D'ailleurs, c'est ce qui avait été imaginé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on s'est concentré sur les Jeux Olympiques, mais on a été candidat à un moment donné pour l'exposition universelle. Absolument. Il était question de repenser l'exposition universelle et revenir à son esprit originel qui était vraiment la vitrine de l'innovation pure. Et l'innovation pure aujourd'hui, c'est les grandes transformations qu'on connaît, numériques et écologiques. Donc c'était se concentrer là-dessus. Donc ça reviendrait un peu à faire ça, mais je trouve que c'est une bonne idée. Encore une fois, mon idée, c'était question qui pointait sous cette capitale européenne du numérique, c'était de savoir comment on peut rendre tangible cette Europe du numérique. On le voit avec la régulation, c'est du très concret pour les citoyens, les citoyennes européennes, mais est-ce qu'il ne faut pas donner ce goût de l'innovation aux jeunes Européens dès l'école? Oui, les jeunes âges. Parce que les jeunes sont des digital natives, c'est-à-dire qu'eux, ils ont compris le digital dès leur naissance parce qu'ils ont eu les outils dans les mains depuis le début. On les voit, les enfants de 4 ans, sur les iPads, etc. Mais comprendre les usages, c'est pas la même chose que comprendre derrière ce qu'est le numérique en termes d'enjeux économiques, en termes d'enjeux politiques, etc. Donc oui, je pense que très tôt, il faut réussir à faire comprendre peut-être dans les matières déjà existantes, c'est quoi le volet numérique de cette matière. Le volet numérique et surtout essayer de dépasser des usages, j'imagine aussi, qui sont parfois un petit peu façonnés par d'autres continents. Est-ce que, Eline, un Erasmus de l'innovation du numérique, ce serait aussi une piste à explorer ? Alors pourquoi pas? Je pense qu'il y a des programmes qui sont en train d'être explorés par la Commission qui vont un petit peu dans ce sens-là. Je pense que la difficulté, en fait, c'est que l'éducation reste une compétence des États membres et pas forcément quelque chose que la Commission peut. Elle peut donner des impulsions, mais
pas nécessairement forcer la mise en place de ces programmes. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Arnaud a dit. Je pense qu'il faut vraiment qu'on accélère sur la littératie numérique pour que chacun comprenne les enjeux dès le plus jeune âge, pas seulement l'utilisation pratique, mais également ce qu'il peut y avoir derrière. On parle bien sûr de former davantage d'ingénieurs et de faire en sorte que plus de jeunes prennent goût à des matières comme les sciences, les mathématiques. Et surtout, comme on a parlé beaucoup de lois, je pense que pour qu'elles produisent leur effet, il faut que les gens s'en emparent et qu'on les comprenne mieux. Il faut faire de la pédagogie. Et s'agissant d'un Erasmus de l'innovation numérique, je suis à peu près sûre que c'est dans les cordes. Voilà, on verra bien comment ça va évoluer. On arrive à la fin de cette émission, mais je voulais juste qu'on synthétise avec vous justement les termes de cette question. Le 9 mai, c'est donc la journée de l'Europe. Comment est-ce qu'on peut, résumer ce numérique européen? Ce serait l'Europe du numérique, c'est l'Europe qui représente quelle valeur, Arnaud? Ce qu'on appelle pour nous l'Internet des Lumières, c'est-à-dire les Lumières, le mouvement philosophe du XVIIIe. C'est une vision humaniste européenne, c'est le combat de notre think tank. Donc pour moi, c'est ça, la définition. Hélène, votre définition à vous, le numérique européen, c'est quoi par excellence? Moi, j'aimerais bien plus de pragmatisme et peut-être une sorte de collaboration éclairée avec les autres, avec Damien, nos partenaires. Ton numérique européen, ce serait lequel? Ce serait tout comme il y a les droits de l'homme. Je pense qu'il faut avoir quelque chose autour du droit de l'homme numérique, au sens large du terme. Il y a quelque chose à creuser autour de ça, qui est directement inspiré de toutes ces directions que prend aujourd'hui la Commission européenne. L'Europe sera numérique ou ne sera pas? C'était notre version de cette journée du 9 mai 2022. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain en plateau pour un autre épisode de l'École du futur.